Salut à toi Smart Omega et on se retrouve pour un nouveau podcast, mon bilan d'avril 2023. Je suis très heureux de vous tourner enfin ça parce que ça va être une grosse libération parce que là techniquement j'ai pas sorti beaucoup de vidéos critiques, j'en ai sorti 3-4 je crois quand même, Boys of Flood, Misanthrope Evil Dead, Misanthrope Evil Dead en une vidéo et les transmissions du coupeur de bois, du coup 3 vidéos ça fait. Et du coup ouais bah sincèrement je suis content parce que là je vais reprendre un rythme un peu plus normal, c'est-à-dire que dès que ce bilan-là est sorti, il y aura un bilan de mai début juin, un bilan de juillet et un bilan de juin début juillet, et on reprendra un rythme normal, c'est-à-dire que toutes les autres semaines du mois plus ou moins seront des critiques. Et ça, je suis content. Là, je tourne la vidéo le 5 mai 2023, mais j'ai écrit que la partie des films près 2023. Du coup, à mon avis, la vidéo sortira pas avant le jeudi 11. Avec un peu de chance, je la sortirai lundi 8. Mais ça m'étonnerait, parce qu'en plus je vais sortir, je pense, une critique entre les deux enregistrements, entre l'enregistrement de la partie 1 et de la partie 2 de cette vidéo, mais ça sera assemblé pour vous. Vous, normalement, vous aurez la partie 1 et la partie 2 dans la même vidéo. Mais donc voilà, bah je suis plutôt content de vous faire cette vidéo. On a du coup, j'ai vu du coup 51 films en avril. Les vacances d'avril. On fait beaucoup de trucs, je pense, là-dedans. Les vacances d'avril surtout. Parce que j'ai à peine commencé les vacances, que j'ai pas mal enchaîné, le reste du mois un peu moins. Du coup, 51, 20 films près 2023 et 31 films de 2023. Je vais vérifier s'il y a eu des rewatch, parce que maintenant je parle des films que j'ai déjà vus en introduction et que je revois. Il y en a déjà eu deux, mais il y en a un que j'ai découvert ce mois-ci, et du coup je vous parlerai du rewatch. En gros, c'est-à-dire que je l'ai revu 2 jours après l'avoir découvert. Un film très très bon, le meilleur film de l'année. Je pense que pour ceux qui me suivent un peu partout, pour ceux juste qui ont vu rien que le miniature d'une de mes vidéos, savent très bien c'est lequel, que la critique de film est déjà sortie. Donc du coup j'ai revu Hérédité d'Ari Aster en prévision de son nouveau film. Hérédité c'est tout simplement incroyable. Encore, alors ça fait moins peur que les autres fois, mais ça c'est logique, mais à la limite on s'en fout parce que l'histoire elle est très bien conçue. Après moi ce que je trouve triste c'est avec Hérédité qui est un de mes films préférés, mais qui fait qu'il est un peu en deçà de Midsommar et d'un autre film, c'est que, bah de toute façon c'est pas compliqué de le trouver celui-là, c'est qu'en gros c'est plus linéaire que ces deux films qui sortiront après. Étrangement, chez Ari Aster, j'aime pas quand il fait un film trop linéaire. Alors, Hérédité, bien sûr, hein, c'est super fort, tout ça. Mais je trouve ça plutôt simple par rapport au reste. Et encore, c'est pas simple du tout, Hérédité. Serial blogueuse, bah, très heureux de l'avoir revu. C'est une très bonne comédie, un de mes gros coups de cœur de 2021. Et le film est un téléfilm. Je crois que quand on regarde dans les genres, oui, c'est un téléfilm. Une comédie horrifique téléfilm venue du Royaume-Uni. Et sincèrement, on dirait pas du tout un téléfilm. Pour un téléfilm, je trouve que ça s'en sort très bien. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et commençons avec la 20e position des films pré-2023, le pire de tous, avec The Torturer de Lamberto Bava, film italien de 2005. J'aime beaucoup Lamberto Bava. Voilà, c'est dit. Mais enfin, j'aime surtout un de ses films Macabro, parce que j'ai jamais vu d'autres films de Macabro Bava, j'allais l'appeler, de Lamberto Bava. En gros, déjà, je tiens à dire que le film, je l'ai vu en DVD. Voilà, j'ai un petit DVD chez moi. La mise en scène et le montage, c'est exécrable. En fait, si vous préférez, c'est mal foutu du début à la fin. En fait, je pense que c'est un film amateur, en fait. Hein, vraiment, fait avec 20 000 dollars, à mon avis, le film a même pas coûté 1 million, en fait. Ça m'étonnerait, à mon avis, il coûtait 500 000. Et pourtant, bizarrement, quand tu vois le talent qu'il a eu dans Macabro, tu te dis, mais ça change parce que vraiment, la caméra fait très Occhialineri de Dario Argento. Vous savez, c'est le genre de les réalisateurs italiens se perdent. Voilà. Et je trouve que Dario Argento. Après, Dario Argento filme mieux dans Occhialineri que Lamberto Bava dans The Torture, hein, mais en gros, tu sens que de base, c'est des grands réalisateurs, mais que de base, mais qu'ils ont perdu la main avec la caméra. Voilà. Les actrices sont pas fous, les personnages sont un cliché humain. En fait, c'est un espèce de fantasme pseudo-déviant d'un ado de 17 ans, littéralement, et je trouve ça assez triste, hein, franchement. Assez, voire même très triste. Ensuite, en 19e position, nous avons In the Spider's Web de Terry Winsor, film américain de 2007, film vu en DVD là aussi. Le film, il montre dès son départ ce qu'il va être. En fait, c'est un ramassis de clichés difformes au CGI carton pâte, à la mise en scène aussi fauchée que ses effets spéciaux pratiques très peu crédibles. Niveau horreur,
Le côté chamanique ne fonctionne absolument pas et l'horreur en fait c'est limite marrant dans ce film. Le masque en toile d'araignée où le personnage s'est juste mis en fait une toile d'araignée Jiffy sur la tête. Pardon mais ça m'a tué l'espèce de chef du groupe ou l'espèce de divination là. Divinité pardon. Je finirai sur le casting, hein. Voilà les deux premiers films, le casting est pas fou. Je tiens à passer à la 18ème position, parce que de toute façon j'ai pas le choix pour passer à la 17ème, faut bien passer par la 18ème. Mais c'est un nanar de Zachary Sneak et Spencer Sneak, un film américain de 2014. Déjà 2014 c'est assez étonnant quand tu vois le film. Mais par contre, vraiment c'est le genre de film où je me dis, j'ai essayé de trouver un sens à ce film, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais le film se contredit. Il y a un sens, qui n'en est pas. En fait, c'est un coup de chance. Le sens, regarde, tu te rends compte que le film va totalement l'inverse de ça. Alors, je l'ai vu au Ciné-Club, Cinéma Clapier, dans le 11e arrondissement, 170 rue de Charonne, à Donesty Agency. Et en gros, il passe des nanars, le Cinéma Clapier, c'est très drôle. Je suis allée 2 fois. Une fois pour Mano The End of Fight, dont on avait parlé ici. Et là pour Beaster Day, du coup. J'essaie de trouver un sens à ce nanar, comme je vous l'ai dit. En fait, c'est une comédie horrifique éclatée au sous-sol. Voilà, au-delà du sous-sol, 3e sous-sol. Et c'est ultra latex. Quand je parle d'un truc latex, je parle souvent des effets spéciaux. Quand je parle de quelque chose de latex, tu ressens le faux du film. Donc c'est le latex, c'est plastoc, quoi, c'est faux, le latex. Et bah voilà, c'est vraiment latex comme film. Le film tente la satire féministe, mais le duo de réalisateurs se contredit dans son propos. Par exemple, on pourrait voir le lapin géant en animatronique vomitif, hein, clairement les effets spéciaux sont dégueulasses, comme une représentation de la masculinité toxique. Et là, on peut voir un truc. Sauf qu'en fait, le réalisateur sexualise toutes les femmes du film. Ce qui fait que le film se contredit clairement dans un propos qui aurait pu être bien, mais en fait le réalisateur a voulu aller dans la comédie naze, peu drôle et horrible. Non, ça ne va pas. Le film, jusqu'à son message, sera une merde. Voilà. 17ème position, Du sang pour Dracula de Paul Morisset, film italien de 1974. Le film, je l'ai vu en DVD. Édition René Château. La façon dont Dracula est traité dans le film est vraiment inintéressante. Non, elle est vraiment intéressante, pardonnez-moi. En fait, il s'affaiblit. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit un Dracula affaibli, s'accrochant presque à rien. Les personnages sont assez archétypaux par contre, mais plutôt bons, voilà, on les aime bien, voilà. La caméra filme bien et le scénario, au-delà de ses maladresses, a un dialogue fort habile. Donc pourquoi j'ai pas aimé le film? Pourquoi tu es à cette position-là? Parce que, à part Dracula, qui est un très bon personnage, le reste c'est du cliché, l'histoire est pas très exaltante, c'est long, ça... Non. Puis surtout que c'est redondant, je trouve, il y a des scènes assez redondantes, il y a des intrigues, TF1, non, bon, je suis pas fan. À noter que la VF est nulle. Vous pourrez me dire à ce moment-là, et j'aurais dit pareil que vous, mais voilà en VostFR. Il n'y avait pas de VostFR sur le DV. Voilà, on a ce qu'on mérite. C'est souvent les vieux DVD, ça. Là où il n'y a pas de VostFR. Maintenant, aujourd'hui, on met tout le temps de la VostFR, mais avant, on n'en mettait pas tout le temps. Ouais, j'avais cru comprendre. J'ai cru remarquer. Voilà. Petite info comme ça. 16ème position, et là, il va y avoir du débat, il va y avoir du fight. 28 jours plus tard de Danny Boyle, film du Royaume-Uni de 2002. Film vu en DVD là aussi. Ce film est considéré comme culte. Ah clairement, niveau culte, moi combien de moments on me l'a conseillé, combien de fois dans ma vie on me l'a conseillé 28 jours plus tard, 28 jours plus tard, 28 jours plus tard. C'est pas extraordinaire, hein. Mais je m'explique. Parce que je veux dire, c'est pas extraordinaire, quel propos, quelle critique de cinéma. Mais plutôt, je dirais que c'est filmé assez mollement. Je trouve que c'est très mal filmé. Pas nécessairement mal. Et ce que je veux dire, c'est qu'en gros, la caméra, elle apporte rien. Elle apporte pas d'émotion. Il y a de l'émotion. On en parlera après, c'est une des seules qualités du film. Cillian Murphy est très bon dans son rôle. Mais la bande-son, je sais pas, la bande-son, paraît-il, est culte, quoi. Non, elle est pas culte, la bande-son. Je suis désolée, mais tout ce qu'apporte la bande-son, c'est rien, il y a pas de tension, il y a rien, il y a pas de sentiment. Je trouve ça très amateur, vraiment, le film est très amateur. C'est pour ça que je me disais que c'était un peu mal filmé. Parce qu'en gros, c'est des plans... Moi, ce qui aurait pu être bien, c'est les gros plans qui montrent toute une ville comme ça. Enfin, pas les gros plans, les plans larges, du coup. Putain, je me perds dans mes termes. Mais les plans larges, du coup, qui filment les villes, qui filment... C'est quoi, Londres, je crois. Et ouais, ça aurait pu marcher, mais je trouve ça... je trouve que ça apporte aucune émotion. C'est pas crédible, à part les acteurs, bien sûr. Mais voilà, moi je me rappelle d'un plan dans Soleil Vert où il y a le personnage de Sol
qui va entrer dans l'hôpital, et juste avant qu'il y ait l'hôpital, on a un gros plan devant l'hôpital qui est vide. Ça apporte 1000 fois plus d'émotion que tous les plans larges de 28 jours plus tard. Il y a tout de même, de l'émotion. Mais en fait, le problème, c'est que les personnages sont assez basiques et la tension, elle est inexistante. Vraiment, j'ai ressenti aucune tension. Mais au niveau émotion, en fait, c'est parce qu'il y a l'empathie de l'inconnu. Je sais pas si vous connaissez ce truc, c'est un truc très simple. Un inconnu dans la rue qui tombe et qui, par exemple, je sais pas, se fend le crâne. Tu vas avoir mal pour lui. Donc, tu sens, comment on dit, inempathique. Non, il y a un autre mot pour ça. Bref. À moins que tu sois... bref, j'ai pas le mot. Mais il y a tout de même de l'émotion, mais c'est vraiment antipathique, voilà. À moins que tu sois antipathique. Mais en fait, c'est vraiment l'empathie de l'inconnu, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, quoi, c'est triste. Et je trouve ça hyper triste qu'il arrive, le mec gars, quand il va chez ses parents. Mais c'est hyper triste. Mais parce que c'est l'empathie de l'inconnu. C'est l'empathie de l'identification. Tu te mets à sa place, quoi. Mais ça fait pas que les personnages sont très bien écrits, mais je reconnais la qualité de l'émotion. Franchement, alors là ça va encore faire débat, mais parmi les films les plus surcotés des années 2000 avec Rec, 28 jours plus tard et Rec, d'ailleurs c'est vraiment les films de zombies que je trouve très... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup à cette époque-là, mais je les trouve vraiment très surcotés les films de zombies des années 2000. Voilà, c'est dit. Je sais pas s'il y a un film de zombies des années 2000 que j'ai bien apprécié. Je vais vérifier ça pendant que je vous parle de la 15e position avec Nous sommes la nuit, film allemand de l'année 2010, film de Denny Gansel. Je suis en train de regarder s'il y a des films de zombies que j'ai bien aimés du coup. Dead Snow, c'était sympathique sans plus. Même Dead Snow, qui est réalisé par un réalisateur que j'adore, qui est Tommy Wirkola. J'ai trouvé ça pas fou. Alors film de zombies, je vais regarder s'il y a des films de zombies que j'ai trouvé très bons à ce moment-là. Je regarde vite fait, vous en faites pas. The Signal, je me rappelle s'il y avait des zombies dedans, non je crois pas. Non, il n'y a pas de film de zombies qui m'ont transcendé dans les années 2000. Bon, après j'ai vu que 54 films des années 2000, mais je crois qu'il y en avait quand même 4-5 qui portent sur des zombies. Pontypool, que je trouve très... Mais en fait, les films de zombies, mais j'aime pas ça moi dans les années 2000. Attendez, Pontypool, Rec, y a quoi d'autre? Il y a Dead Snow, il y a 28 jours plus tard, mais ouais, les années 2000 ont fait des films de zombies pas terribles. Je sens que ça va faire débat, ce que je dis, mais vraiment, peut-être que je suis juste pas un fan du genre de film de zombies, mais j'adore Retour à Zombieland, par exemple. Peut-être que Zombieland, j'aimerais bien un film de zombies des années 2000 à voir. Du coup, Nous sommes la nuit, Dennis Gansel, Allemagne 2010. C'est un film que j'ai vu en DVD. Les personnages sont d'un cliché énorme. Le casting reste sympathique, mais en fait c'est un peu comme le Day Shift, beaucoup plus récent, un autre film de vampire pakistanais de 2022 cette fois. Nous sommes la nuit, en fait c'est comme Day Shift, c'est-à-dire que ça se la joue badass, mais qui n'en est que plus ridicule en fait. Le seul truc badass qui passe bien, c'est une musique récurrente qu'il y a dans le film. Un peu chanson, j'aime bien ça. Ça j'ai bien aimé dans le film. Un film bon, mais avec beaucoup de lacunes en fait. Clairement, j'aime bien la fin notamment. Je trouve la fin very sympathical. Mais voilà, c'est tout. Passons à la 14e position avec Réveillon sanglant de Norman J. Warren, film du Royaume-Uni de 1987. Première fois que je dis pas Norman J. Warren. Vraiment, je dis Warren, je tiens à le dire. Là, j'ai corrigé mon accent. Je l'ai vu en DVD. Petite série B sympathique. Le film est correct sur beaucoup d'aspects. Personnages, scénario, mise en scène, etc. etc. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé de ce film, je sais pas pourquoi. Du coup, je vais vérifier si je l'ai vraiment vu en avril, parce que ça m'interpelle le fait que je vous en parle là. Non, je l'ai bien vu en avril, j'ai même vu le 1er avril, c'est pour ça aussi que j'ai un doute. Mais donc, c'est très correct en fait. Mais c'est juste correct. En fait, personnage bien, scénario bien, mise en scène bien, mais il n'y aura jamais plus. C'est à la fois bien et mal foutu. En fait, c'est un film attachant, maladroitement attachant. La plupart des films maladroits sont assez attachants, quand c'est pas trop maladroit non plus, à un point où ça s'éclate la gueule. Mais voilà. On sent d'ailleurs que Warren a une envie de cinéma, et ça marche. C'est un petit slasher gogol, drôle, avec des effets spéciaux qui ont du charme. Ça fait le café, comme on dit. 13e
position, Sea Fever de Neasa Hardiman, film irlandais de 2019. Alors il y a quelques coproductions, je crois que la Belgique coproduit, mais le pays principal étant l'Irlande, je pense. Alors le film, je l'ai vu en Blu-ray. Alors Réveillon sanglant, je l'ai vu en DVD. Nous sommes la nuit, je l'ai vu en DVD. J'ai peut-être oublié de le noter, du coup je vous le dis. Sea Fever, je l'ai vu en Blu-ray. Les personnages sont sympas, mais on ressent un gros, voire un petit ouais, quand même un petit problème de développement. C'est pas trop mauvais non plus. D'ailleurs, le film, faut savoir que je l'ai commencé sur Amazon Prime l'année dernière, mais que je l'ai jamais fini. Je crois que j'ai vu les 20 premières minutes. Je me rappelle plus ce qui m'a enlevé du film, parce que le film est plutôt sympathique en vrai. Le film nous enferme dans un huis clos basique, mais avec une caméra que j'aime beaucoup, car la caméra suggère beaucoup, en fait, plus qu'elle ne montre, alors qu'elle montre quand même quelques trucs. Quand tu vois ce qu'il y a sous l'eau la première fois, là, et que tu vois en dessous du bateau, elle monte beaucoup, là, déjà, mais c'est pas mal. C'est assez une caméra assez hors champ. Et ça, je trouve ça bien. Mais alors, c'est aussi tendu, mystérieux, ça devient assez puissant. Mes deux derniers points porteront sur les effets spéciaux, qui sont très très efficaces. Je reprends encore une fois ce plan sous le bateau. Et le casting plutôt bon. Alors on a Olwen fouéré, sympathique et en vogue actuellement. J'ai dans des films pas très bons, Le Massacre à la tronçonneuse 2022, mais elle a aussi joué dans un film excellent, tel que tout simplement Mandy, quoi. Après voilà, moi c'est pas une actrice que je trouve transcendante, mais elle fait le café encore une fois. Voilà. Elle a joué dans The Northman, mais je me rappelle plus de son rôle. Et elle a joué dans She Will. Là, je crois savoir qui elle a joué. Je vais quand même regarder le nom. Mais je crois me rappeler qui elle a joué. Je crois qu'elle a joué l'une des personnes. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc, She Will, d'ailleurs, que je vous conseille. Voilà, c'est totalement hors sujet. Mais je vous conseille She Will. Passons à la 12e position avec La Maison des Ombres de Nick Murphy, film du Royaume-Uni de 2011. Vu en DVD là aussi. Conçu comme un polar entre vérité et surnaturel plutôt bien foutu, La Maison des Ombres a de bons twists, un scénario bien foutu encore une fois. C'est parfois beaucoup trop simple, les personnages aussi, hein, mais en vrai ça fait gentiment le café. Et Rebecca Hall est toujours aussi incroyable en femme vénère, je trouve. Je la trouve incroyable, entre Résurrection, entre La Proie du Nombre. Et en fait, tu te rends compte que La Proie du Nombre c'est comme sorti 10 ans après La Maison des Ombres. Ah tiens, La Proie du Nombre, La Maison des Ombres, je viens de m'en rendre compte. Mais elle a vraiment le même rôle presque. Genre juste une époque différente, une situation différente. Mais elle a le même rôle, je trouve. Voilà, c'est mon avis. 11e position, le dernier bon film sans plus. Trauma de Dario Argento, film italien de 1993. J'ai vu en Blu-ray. J'ai eu le magnifique Blu-ray de Extra Lucid Film. Le film est pas extrêmement bon, mais le coffret est magnifique. Ce film m'a laissé pas mal mitigé en fait. Je trouve que les dialogues passent littéralement d'une coque à l'âne. J'ai mis du coq à l'âne en une fraction de seconde et la caméra est parfois habile et parfois amateur. On part vraiment dans de l'Oceaninerie à balle. Je sais pas si j'ai préféré Oceaninerie ou Trauma. Je sais pas. Certaines scènes sont sympathiques, mais en fait, le film est clairement en deçà d'un Trauma, mais surtout d'un Suspiria, qui est mon Argento préféré, qui, selon moi, après j'ai pas tout vu, est le chef-d'œuvre d'Argento. Voilà, posons les bases, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il y a des scènes mal éclairées, vraiment, genre, parfois c'est super mal éclairé le film. Le film a finalement quelque chose de de consistant. Malgré un final en demi-teinte, je trouve le final vraiment en demi-teinte, mais pour de vrai, c'est pas extraordinaire comme final. Alors j'ai vu 5 films de Dario Argento, je vous propose du coup de faire mon classement. Le premier ce serait Suspiria, le deuxième ce serait Phenomena, le troisième ce serait... le troisième j'hésite beaucoup, je sais que le dernier ce serait Giallo déjà. Mais le deuxième... Ah c'est pas loin quand même. Hein. Le deuxième Oceaninerie et le troisième Trauma... Non, en gros je refais. Premier Suspiria, deuxième Phénomène, troisième Oceaninerie, quatrième Trauma, cinquième Giallo. En plus Letterboxd il l'a mis dans le bon ordre alors que j'ai jamais fait de liste. Du coup il faut encore que je vois Profondo Rosso. Ténèbres m'intéresse beaucoup, le Ténèbres d'Argento. Il a l'air trop cool avec John Saxon et son ex-femme, je crois, Daria Nicolidi. Je vais voir 4 mouches de velours dimanche. Je sais que je vais le voir la dernière fois, mais là je le vois que dimanche. Je vais acheter le syndrome de Stendhal en Blu-ray DVD quand il sortira en France chez Extra Lucid. Parce que ça a été annoncé qu'il allait sortir chez Extra Lucid.
Fin de la parenthèse Argento et passons à la 10e position avec Le baiser du tueur de Stanley Kubrick, film américain de 1955. Son second long métrage, alors moi c'est le premier Kubrick que j'ai vu, voilà. Je l'ai vu au cinéma, à la Filmothèque du quartier latin, dans le 5e arrondissement de Paris. Très bon cinéma. C'était ma première séance là-bas, je crois. J'en ai fait 3 autres depuis. J'ai fait L'étrange Monsieur Victor, Soleil Vert et Les Contes de la Lune après-midi. Après voilà, faut clairement s'accrocher pour Le baiser du tueur parce que c'est très long. J'étais plutôt fatiguée en fait. Et moi ça m'a un peu bercé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je somnolais. Mais sinon, si on n'est pas fatigué, les personnages sont merveilleusement écrits, joués par de grands comédiens et comédiennes. Je trouve le synopsis du film assez simple. En gros, c'est un patron, il fait des avances à une femme. Et en gros, elle veut lui dire non. Et ça va partir dans une espèce de thriller plutôt bien. Ouais, je vous ai fait un résumé assez grossier là, mais en gros, c'est ça. La mise en scène est d'une grande maestria, tandis que la fin est gorgée de stress. Vraiment, la fin, je la trouve waouh, avec les mannequins et tout. Et la bande-son est parfaite. Et je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon premier Kubrick. Voilà. Mais si ça vous donne envie de voir les autres, pas à fond, mais Shining, surtout lui que je veux voir, mais voilà. Orange Mécanique aussi m'intéresse pas mal parce qu'on me l'a beaucoup déconseillé. Et moi, quand on me déconseille un truc, enfin, déconseille pas dans le sens qu'il est mauvais, mais dans le sens c'est peut-être un peu dur. Du coup, moi, je sais pas, ça m'intéresse en vrai. Ça m'intrigue. Passons à la 9e position avec un film de Na Hong-jin, mon premier, le mec du coup qui a fait Hope et qui a fait The Strangers. Mais moi, du coup, si je le vois, c'est pour son premier film Hope et avec Taylor Russell Mackenzie. C'est ça d'ailleurs qui m'a poussé à avoir envie de voir le film. Qu'il y a Taylor Russell Mackenzie au casting. Du coup, je me suis dit, bon, je rattrape un film du réal. Comme ça, voilà. Je connaîtrai un peu mieux sa filmographie. Alors, ce film-là, je l'ai vu sur Shadows. Je trouve le personnage assez bien écrit et le milieu vachement frauduleux du film, très bien retranscrit, voilà. Le film est bien foutu, fourbe et compte sur un casting magistral. Vraiment, je trouve les acteurs très très bons. Après, le petit problème du film, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est un scénario assez simple. Le côté, une espèce d'organisation coréenne où il va se passer un truc qui va tout chambouler. Ouais, c'est un peu frauduleux, c'est un peu polar noir. Non. Enfin, c'est un peu simple. Mais c'est vraiment poisseux et mais vraiment très bon. Passons à la 8e position là, avec un film de l'un de mes réalisateurs préférés, Héros du tiers-monde de Mike et DeLeon, film philippin de 2000, YK2, c'est ça? Non, Y2K. Comment on dit Y en anglais? Je suis vraiment nulle en anglais. Mais pourtant, j'ai envie d'être fort en anglais, tu vois, mais voilà. Y anglais. Je vais vraiment rechercher sur internet. Alors, ok, why? Ah oui, why, c'est vrai. Why 2K? Bref. Je l'ai vu en Blu-ray dans le magnifique coffret Mike et Dion, qui est la plus belle pièce de ma collection. Voilà, je le dis encore. Après, une des plus belles pièces de ma collection, c'est que j'ai aussi, je n'en ai pas parlé, je vous en parlerai sûrement dans un bilan de fin d'année, mais je peux en parler en podcast. Du coup, vous le verrez pas. Mais j'ai gagné au cinéma de Clapier, là où j'ai vu Beaster Day, justement, un coffret de Alien 2. De James Cameron, mais un coffret japonais. Et le Japon est dans la zone 2, malgré que ce soit pas en France, c'est zone 2. Du coup, c'est-à-dire que je peux le lire sur mon lecteur DVD. Aussi, une des plus belles pièces, c'est mon Blu-ray de Liquid Sky. Voilà, magnifique. Mais donc voilà, le coffret Mike et DeLeon est incroyable. C'est réalisé par l'un des plus grands cinéastes du monde, tout simplement. On apprend beaucoup de choses en fait à travers ce vrai, ce faux, cet étrange documentaire qui sait doser dramatisme et humour. La mise en scène est habile essayant beaucoup de types de plans, et l'enquête des documentaristes est très intéressante. En fait, le film prouve une chose derrière chaque héros, parce qu'en fait on suit l'héros José Rizal. C'est des documentaristes dans les années 90-2000 peut-être, qui essaye de faire un documentaire sur José Rizal, le héros national de la révolution philippine en fait. Et on se rend compte que ce gars, quand il fondait dans zéro, il était comme toi, il était comme moi. Oui, je te tutoie, toi qui écoutes le podcast. Mais en gros, il était comme toi, il était comme moi, il était comme n'importe qui. Voilà, c'était un homme. Voilà, c'était un homme qui vivait et qui est devenu un héros. Mais il était humain. Et ça, c'est incroyable. Toi, ça a beau être un héros, techniquement, il est comme nous. Et je trouve ça vraiment puissant, quoi, comme message. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est ça le message, mais...
J'aurais pas la prétention de dire que c'est ça. Je trouve vraiment intéressant en fait quand on voit que quand ils interviewent sa famille, c'est un gars comme toi, c'est un gars comme moi, voilà. À moins que toi qui écoutes, tu sois quelqu'un de très 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 important. Mais voilà. Septième position, La Porte des Secrets de Ian Softly, film américain de 2005. Je l'ai vu en DVD. Et je peux vous assurer que... Alors, on me l'a vendu comme une inspiration du film Get Out. J'ai pas vu grand chose de ce sujet-là. Pas dit, il y a carrément une scène qui a inspiré Get Out, mais... Ah si, quoique, la scène où en gros il se met à parler... La scène, et on va en parler après, mais la scène où le personnage de John Hurt il se met à parler en fait et que sa femme elle toque à la porte. Petite vibe Get Out, mais en vrai je sais pas que le film soit... que Get Out soit non plus pompé, je trouve même Get Out meilleur, mais on va en parler. Les personnages sont très très bien construits et forment très bien ce récit à la caméra plus que bien tenue. L'horreur elle s'immisce lentement dans le récit malgré qu'elle soit un peu trop classique. Mais malgré tout le côté assez contenu du métrage, parce que c'est assez simple en vrai, les scènes d'horreur sont vachement bien construites. Non mais vraiment je vais ressortir cette scène, mais la scène où John Hurt parle et que sa femme elle toque à la porte, c'est une tension, c'est diablement efficace, c'est haletant et le mystère final est un coup de maître. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que j'avais un truc que je devais dire, mais je l'ai oublié. Ah oui, la youtubeuse Lily S'ennuie, elle l'avait beaucoup conseillé. Et je l'ai trouvé dans un colis vintage, ces DVD. Et je suis vraiment content qu'elle l'ait conseillé. Voilà, big up à elle, même si je pense pas qu'elle regarde ma vidéo. Mais voilà, sincèrement, merci de m'avoir conseillé ce film. Parce que, je sais que elle le préfère à Get Out. Enfin, d'après ce que j'ai compris de ses vidéos. Hein. Qu'elle a trouvé que Get Out avait tout mon petit. Si j'ai fait une erreur, dites-le moi. Mais en gros, voilà. Merci de m'avoir conseillé ce film que je trouve tout de même très bon. Sixième position, The Autopsy of Jane Doe, film d'André Øvredal, américain de 2016. Je l'ai vu, je vais pas mentir, je l'ai vu en téléchargement le film. Les effets spéciaux sont très bons et le casting est vraiment à son meilleur en fait. Hein. Je trouve que c'est l'un des derniers bons films de Brian Cox. Le gars qui est derrière, enfin pas, il est derrière rien, mais et Emile Hirsch, voilà, Emile Hirsch et Brian Cox. Je trouve que c'est des gens qui se sont perdus avec le temps. Brian Cox, il y a eu un truc récemment là que personne ne connaît. J'ai carrément oublié le nom, c'est pour ça que je suis en train de regarder sur internet, mais c'est l'île perdue, non, un truc du genre. Pas l'île perdue, non, c'est autre chose, mais. Ah, c'est quoi le nom? C'est un de ces films récents. Emile Hirsch, il a eu un The Prix Schwebert, ça je peux vous le dire, c'était totalement horrible. Mais donc du coup, Brian Cox, je l'ai vu dans quelques petits films, et il a joué dans Separation de William Brent-Bell. Le film est très bon, mais il jouait mal. Il avait joué dans Minscape, mais ça encore ça allait parce que c'est une période avant. Mais il a joué dans La Baie du Silence, quoi. La Baie du Silence, il s'est perdu dedans. En plus, non, mais vraiment, les films dans lesquels il joue, ça ressemble à rien. Je suis en train de regarder des affiches, genre, il va jouer dans un film. What? Mais c'est quoi ces trucs? Il est dans un truc qui s'appelle Quasi. Oh là là! Mais le gars il s'est perdu! Désolé, je vais faire vite fait une impasse sur le fait que Brian Cox s'est perdu, mais là réellement, voilà. Emile Hirsch, c'est encore pire. En fait, je me rends compte que je prends plus de temps que d'habitude aujourd'hui, mais je trouve que c'est mieux en fait de prendre du temps sur le film dont je parle que me dépêcher. Du coup, la vidéo durera sûrement plus d'une heure à mon avis. Mais donc voilà, dans quoi il a joué récemment, Brian Cox, si ce n'est The Prix Sweeper, si ce n'est Devil's Workshop, le film est très sympa, mais lui, il offre une performance nulle. Son dernier bon film à Brian Cox, c'est Son, parce qu'il a joué des Bruce Willis, et des nanars avec Bruce Willis, des Malcolm nanars, je crois. Non, il a pas fait un Malcolm nanar, bien heureusement. Hein. Mais il joue dans un film du mec qui a fait Slayers, quoi, qui I Shall Live In. Non, et Brian Cox, Emile Hirsch, s'est totalement perdu, alors que son dernier film, Son, est tout simplement une masterclass, quoi. Ça me déçoit. Moi, j'ose le dire. Brian Cox m'a totalement déçu. Emile Hirsch. Mais donc, passons à The Autopsy of Jane Doe, ça c'est incroyable. Vraiment, c'est sympa, les vidéos sont très bons. Et j'aime beaucoup parce que le film a un brin d'humour noir. Plutôt bien dosé. Il y a une ambiance glaçante, un mystère qui tient en haleine son spectateur. Et surtout, c'est bien terrifiant. Une grande maladresse. Le film reste fortement sympa avec un twist très fort et une toute fin étonnante. Mais voilà. The Autopsy of Jane Doe. C'est maladroit, mais j'aime beaucoup. En plus, c'est le mec qui va faire The Last Voyage of Demeter. Parce que si je l'ai vu ce film, c'est pour le prochain film d'André Øvredal qui sera en août, je crois. The Last Voyage of Demeter, du coup. Un film sur Dracula, en gros, encore. On va parler d'un film sur Dracula, d'ailleurs, en 4ème position. Voilà, je vous le dis.
Passons à la 5e position avec un film de John Waters, un film américain de 1981. Je l'ai vu au cinéma Le Luxor dans le 10e arrondissement de Paris. Il y avait John Waters qui était là, j'ai pris une photo avec lui d'ailleurs. Il prend beaucoup de photos en ce moment. Mais donc voilà. Comment dire, comédie burlesque, irrévérencieuse et invraisemblable, Polyester est un pur John Waters dans la veine de Pink Flamingos du même réalisateur. C'est fou, c'est hilarant, c'est une moquerie méchante, totalement désespérée, vue en odorama. Juste avant de parler d'odorama, je trouve ça très drôle, comme si vraiment les personnages, la caméra est pas son art, mais je trouve ça très bon. En fait, tu ressens un peu le côté 80, ouais, tu le sens, 70-80. Je suis pas de ces années-là, mais tu le ressens, quoi, en fait, que ça vient de là, dans le côté assez fun Baltimore, quoi. Bon, après, ça c'est très Waters, hein, tout simplement Waters, mais voilà. Vu en odorama, en gros, l'odorama, c'est Polyester, est l'un des seuls films en odorama, d'ailleurs. En gros, à l'époque de la sortie Polyester, ils avaient créé des patchs. Pas des patchs, mais en gros, t'avais une feuille, moi je l'ai chez moi, je l'ai gardée chez moi. Ou en gros, attendez, je vais aller la voir. En gros, t'avais des numéros. Je crois que pour Polyester, t'en as 10. Et en gros, tu dois gratter avec une pièce chaque. Ouais, il y en a 10. Tu dois gratter avec une pièce chaque numéro. Au moment où, si par exemple, au bout d'un moment, dans le film, il y a marqué 3. En fait, tu grattes avec la pièce et que t'es censé avoir une odeur, je sais pas moi, d'essence. Et en fait, ça marche assez peu. Je trouve que les odeurs sont pas excellente, voilà. Il y en a certaines qu'on sent mieux que d'autres. J'aime beaucoup l'odeur 5, je crois que c'était l'essence, la 5 et pas la 3, mais voilà. Peut-être c'est assez mal foutu, mais bon, c'est normal, comment tu veux contenir autant d'odeurs les unes à côté des autres. 4e position, Dracula de Francis Ford Coppola, film américain de 1992. Alors je l'ai vu en DVD. C'est grandiloquent, grandiose, c'est très fort en commençant par une mise en scène astucieuse. Le casting est très sympa, il y a notamment Winona Ryder. Alors, je suis pas un grand fan de Keanu Reeves, mais là, ça joue très bien. Je noterai Tom Waits en rôle secondaire et l'ancien Renfield, qui est tout simplement incroyable. Très fou dans ce film. La romance du film, elle est très belle, un film étrange, mais plus romanesque que beaucoup de films, en effet. Le film a un scénario subtil, avec beaucoup d'idées, toutes bien exploitées, sincèrement. Dracula de Francis Ford Coppola, c'est très très beau. Passons à la 3e position avec Too High, The Starring Delbert Van Strien, film néerlandais de 2010, film vu en DVD. Je l'ai vu en DVD. Le film crée une ambiance dès son départ, en fait, sans abuser de certains effets horrifiques faciles. Alors, soit le postulat de base est souvent très basique, mais Van Strien, réalisateur de Marionnette qui est très bon, on en parle à la fin de ma petite mini-critique. Mais vraiment, ça s'écarte habilement du cliché, en fait. L'histoire, elle est flippante. Sur la bande son, trop cliché, par contre. Mais la caméra est vraiment habile. Vraiment, les acteurs jouent très bien. Non, c'est vraiment... Il a fait une histoire néoclassique qui prouve, en fait, que Van Strien est clairement le Shyamalan néerlandais. Voilà. Je trouve que Van Strien, c'est le Shyamalan néerlandais de ce que j'en ai vu, et voilà. Il a fait 2 autres films, alors il y a un des 2 films qui n'est pas de l'horreur ou du thriller, donc je le compte pas, et je l'ai même pas vu en plus, mais j'ai vu Marionnette, film de 2021 qu'il avait fait, qui est incroyable. Là, il a offert une masterclass avec Marionnette. Masterclass, c'est... masterclass, punaise. Masterclass, je mélange mes mots. Masterclass, c'est tellement Marionnette. Non, mais sérieusement, Marionnette, c'est tellement masterclass, en fait. Après, voilà, quoi, c'est pas excellent, Marionnette, et tout historique non plus, mais trop très fort. En fait, cette histoire de réalité ou pas, quoi. Voilà. Seconde position, Pink Flamingos de John Waters, ça bien entendu. Film américain de 1972. Je l'ai vu en téléchargement pour me préparer à voir Polyester. Et pour rencontrer John Waters, pour au moins avoir vu un film de lui avant la projection, quoi. Genre, je me rappelle, j'ai vu John Waters et j'étais avec un ami à moi. Cet ami est un peu plus grand que moi. Et c'est pas genre, cet ami il fait. Non, c'est pas l'ami qui fait. En gros, on va prendre une photo avec John Waters. Et genre, je fais à John Waters, I love Pink Flamingos. Et là, celui qui est avec moi, il fait. Non, John Waters dit à celui qui est avec moi, il lui fait. Vous lui avez montré ça? Mais en anglais, quoi. Mais d'après ce que il m'a dit la personne qui était avec moi, il a dit, vous lui avez montré ça? Incroyable. Mais Pink Flamingos, c'est incroyable. C'est des personnages hauts en couleur, un humour noir d'une drôlerie sans pareil. C'est le parfait mélange, en fait, entre la comédie burlesque, le mauvais goût. C'est un objet étrange, drôlatique. Le film de John Waters ne se refuse rien. C'est osé, bien joué, divine et stellaire. Et une comédie marquante, sincèrement. Ouais, c'est très marquant, parce qu'en fait, c'est juste un exercice de mauvais goût, quoi, comme il le dit. John Waters lui-même. Comme ma question à l'affiche, exercice of
Paul Taste, je crois. Première position, et le meilleur de tous, du coup. De tout le film pré-2022, pré-2023 que j'ai découvert ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, du coup, puisqu'on est 5 mai. Malveillance de Jaume Balaguerro, film espagnol de 2011. Le meilleur Balaguerro, je pense. Voilà. Je trouve meilleur que Vénus, ouais. Je l'ai vu en téléchargement, les personnages secondaires en fanfare sont merveilleusement construits, autant que notre protagoniste, les performances d'actrices sont dantesques. Luis Tosar, Petra Martinez, Marta Ventura. Le film dérape dans quelque chose de flippant, viscéral, il n'y a pas de concession en fait. C'est travaillé, fort, inexorable, horrible. En fait, c'est inexorablement et horriblement vers un inconnu effrayant l'avancement. Le film est incroyable, nous avons par rapport... En fait, je trouve que l'obsession du protagoniste, elle est folle, en fait. C'est très étrange, genre le mec, il veut juste que personne ne soit heureux, quoi. Et il va loin pour ça. Mais il aura obtenu ce qu'il veut, voilà, c'est pas du spoil. Un peu. Mais ouais, mais moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est une scène vers la fin, en gros, il parle, vous savez, Mademoiselle Victoria, je crois, c'est ça. Non, pas Mademoiselle, c'est Madame. En gros, c'est la vieille femme de l'immeuble. Et ben en gros, elle lui offre un ragoût, je crois. Pas un ragoût, mais un truc. Elle lui offre un truc à manger, quoi. En gros, je vais essayer de vous trouver son nom quand même. Miss Véronica. Madame Véronica, du coup. En gros, là, je sais pas. Il lui sort mais les 4 vérités, mais d'une façon en fait tellement brute, parce que elle a rien demandé. Elle était grave gentille. Et lui, il lui a sorti un truc horrible. Voilà. Et bah, on passe au film de 2023, tout de suite, c'est maintenant. Et ça fait quand même 36 minutes que je tourne là déjà. Et je pense que la vidéo va durer plus d'1h15. Voilà. Dans les films de 2023, nous avons 30 films, dont 14 très bons films, et dans ces 14, nous avons 2 excellents films. Commençons sans plus tarder avec la 30e position et Winnie the Pooh Blood and Honey, film de Rhys Waterfield du Royaume-Uni. Je connais quelqu'un qui attendait ce film quand même, hein. Tu les comprends pas trop, mais cette personne attendait le film, ce que je trouve assez bizarre de toute façon, mais... Parce qu'on va dire ce film se vendait très très mal, les critiques le vendaient très très mal, après bon, je suis pas nécessairement le critique, c'est pour ça que je l'ai vu d'ailleurs, par espoir, mais... Vu la position dans laquelle il se trouve, 30e position, c'est quand même assez bas. Et je pense que dans mon flop list de l'année, là, actuellement, j'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait pas. Je l'ai vu en téléchargement et j'ai bien fait, parce que l'acheter dans le steelbook de chez ESC, c'est compliqué. En plus, il y en a qui ont eu de la chance de voir cette merveille au cinéma, quoi. Moi, vous savez que même les films que j'ai dit, je rêve de les voir au cinéma. Je rêve genre de faire une nuit, genre où on diffuse, vous allez peut-être pas avoir les noms, mais The Resort, Winnie the Pooh, vous savez, du coup, ou encore The Dare. Genre, tu diffuses ces films au cinéma, ça doit être incroyable. Mais bref, ne nous égarons pas. Les acteurs ils jouent très très mal dans ce film. En plus, ils sont pas aidés puisque leurs personnages ont 2 lignes d'écriture et un attrait principal qui devient du coup leur cliché. C'est mal foutu. C'est plutôt marrant et franchement, c'est pas le but du film d'être marrant. La tension est inexistante, il y a un grand manque de subtilité, c'est ennuyeux, c'est interminablement long. Et le film est filmé basiquement ou simplement mal en fait. Un film pas ouf. 29e en plus, le film dure 84 minutes et c'est très long, comme je vous l'ai dit. 84 minutes, c'est 1h24, grosso modo. C'est horrible. 29e position, Children of the Corn de Kurt Wimmer, film américain. Alors, je n'ai pas vu les autres Children of the Corn. Je sais qu'il y en a, je crois, au moins 10 autres. Mais voilà, c'est le premier que je vois. Dès le départ, en fait, les scènes sont assez longues et mal filmées. Je l'ai vu en téléchargement, ce film d'ailleurs, voilà. La première scène au milieu du champ, une dizaine de minutes en fait, je crois, la scène au milieu du champ. C'est vers le début, c'est vers le début. Et en fait, on ressent une trentaine de minutes. Le casting est horrible, il est en surjeu. C'est très mal scénarisé. Les adultes qui ont des réactions juvéniles et grotesques pour faire un espèce de truc en mode ouais, il faut savoir écouter les enfants, tout ça. Ok, je veux bien, mais c'est mal foutu, c'est très mal foutu. En fait, j'ai même l'impression qu'il manque des bouts de scénario parfois, et bien entendu, parce que cerise sur le gâteau, parce que sinon c'est pas un mauvais film. Il y a des CGI d'une beauté incontestable, je vous dis, les CGI, leur beauté. 28e position, Monstrous de Chris Silverstone, je crois. Film américain.
Je l'ai vu en téléchargement, voilà. La photographie est un vrai coup de hasard. Franchement, c'est un truc qui aurait pu être un bon point, mais en fait, tu te rends compte avec le temps. En fait, il y a une teinte un peu amateur dans la photographie, mais qui en fait fait sens par rapport à la situation de la protagoniste. C'est un peu un truc de la pseudo-perfection de la caméra, un truc très rose, très faussement parfait. Et ça peut être soit le signe d'un film très amateur, soit le signe d'un film avec un message. Ego de Anna Bergholm avait su créer ça. Là, si vous regardez bien, la photographie est très pastel. Pour montrer la pseudo-perfection du truc. Parce que là, en gros, Monstrog, c'est une femme qui a quitté son mari et qui se crée un monde de pseudo-perfection. Dans, en fait, une hantise constante de son mari, quoi. Où, en fait, elle essaye de reconstruire sa vie. Mais, en gros, elle est toujours poursuivie par sa présence. Et en gros, on peut dire que cette photographie, c'est un truc un peu pseudo-parfait pour dire elle se crée un monde parfait, sauf qu'en fait, tu te rends compte avec le temps en fait, même quand elle est censée aller mieux, ça reste pareil. Et c'est qu'en fait, tu te rends compte que c'est juste un coup de chance, mais un bon gros coup de chance, vraiment, ça aurait pu être une qualité, mais ça n'en est même pas une. Arrêtons de tergiverser plus longtemps sur la photographie et passons à Christina Ricci qui joue comme au théâtre, ce qui faut pas mal dans le vide du scénario. Colin Kemp, elle a vraiment perdu son jeu avec le temps. Elle est plus pareille qu'avant, hein, Colin Kemp. Je l'ai pas reconnue. Moi, je l'avais vue dans Death Guy, un film des années 70. Elle a beaucoup changé, hein, punaise. Je l'avais pas reconnue. Je savais qu'elle jouait dedans, mais en fait, je la cherchais. Je cherchais qui elle jouait dans le film. Je sais qu'elle jouait une dame un peu âgée, mais en fait, quand j'ai tilté, waouh! La bande son, elle est à crever et les effets spéciaux sont horribles. Par contre, hein, la bande son, elle est. Les effets spéciaux. En fait, plus un film a des effets spéciaux mauvais, moins il a de chance d'être bon. Après, ça peut arriver, mais voilà. 27ème position, Homebound de Sebastian Godwin, film du Royaume-Uni, du coup. J'ai vu en téléchargement là aussi et. Les situations sont très clichés autant que les personnages. Hein. C'est triste, le film. En fait, car le film il a un point de base assez sympathique de base, hein. Mais c'est filmé d'une façon très convenue, c'est parfois mal cadré. Et les quelques bonnes idées de mise en scène sont jamais concluantes. En fait, on est sur du déjà vu, c'est du prévisible, c'est ennuyeux quoi, faut dire ce qui est. En fait, il se passe rien presque pendant tout le film. Et dans le film, c'est mieux quand il se passe quelque chose, je pense. Passons à la 27ème position avec The Bunker Game de Roberto Zazzara, un film italien. Je l'ai vu en téléchargement et là encore on a droit à des passages insensés, mais vraiment des réactions illogiques, des situations illogiques même. Malgré un casting pas trop mal, dont notamment Gaia West, hein, le film se perd trop dans le simple, soit dans la prévisibilité, notamment une fin, la fin est très très simplette, je trouve. Ce n'est que mon avis, mais non, je peux pas. Les effets spéciaux, eux sont tels qu'on n'y croit absolument pas. Ça fait le café, c'est assez mémorable. Pour que j'ai oublié la moitié du film. Voilà. Ce qui veut dire que là, je vous parle de la fin, mais je vais pas vous mentir, je me rappelle plus de la fin. Quand j'ai écrit ma critique, j'ai dû m'en rappeler. Mais alors là, la fin, le début, le milieu. Le début, à la limite, je me rappelle un peu, mais pas beaucoup. Mais sincèrement, c'est pas fou, The Bunker Game. Hein. Je vous le conseille pas. Passons à la 25ème position avec Playdead de Patrick Lucieux, film américain que j'ai vu en téléchargement. Aussi subtil. Et en fait, pour contrecarrer vos avis, j'ai beaucoup de DVD pour contrecarrer les téléchargements. Voilà, j'ai pas mal de DVD, voilà. Je suis pas contre les téléchargements, mais j'achète des DVD, du coup, pour compenser. Aussi subtil scénaristiquement qu'un âne dans une fourmilière et avec une actrice principale jouée par Bailey Madison Riley totalement aux fraises, le film s'en sort même pas avec la présence du pourtant habituellement génial Jerry O'Connell qui apparaît comme fade, voilà, c'est du tofu, Jerry O'Connell dans ce film. Un métrage sans sel, sans poivre et sans tension, surtout. Genre il n'a aucun goût ce film. C'est un film qui, voilà, aucun goût, simple. Puis il y a des trucs, en fait, tu peux pas y croire. Ça, c'est pas un truc que j'ai écrit, mais ça m'étonne même que je l'ai pas écrit, mais scénaristiquement, c'est pas fou. Genre, quand au bout d'un moment, il y a le gars qui doit récupérer quelque chose, hein, le gars qui vient 2-3 fois récupérer un truc, parce qu'en gros, il fait partie d'une organisation, le personnage de Jerry O'Connell. Et au bout d'un moment, le policier qui est avec Jerry O'Connell se débarrasse du gars. Parce que soi-disant, il l'a saoulé. Ça marche pas, ça. Ça ne marche pas.
Comment tu veux que ça marche? Parce qu'en fait, c'est même pas développé par Method Man s'il fait partie d'une organisation. L'organisation est plus haute que Jerry O'Connell dans le film, hein, clairement. Peut-être que le gars qui était parti voir Jerry O'Connell, non, mais l'organisation, si. Ça paraît logique. Et y a aucune conséquence. Y a aucune conséquence, genre, y a aucun moment où ça se pose des questions et tout. Mais non. En fait, mais non. 24e position, The Communion Girl de Victor Garcia, film espagnol. Vu en téléchargement et présenté à Gérard May 2023. Le film est un classicisme infernal, on passe un moment sympathique, hein, je ne saurais pas dire le contraire. Mais il y a un manque de subtilité, un cliché beaucoup trop facile. Les personnages sont mal écrits, ou du moins écrits avec une pelle. Voilà, non mais il y a des façons originales d'écrire un script. Bah voilà. Les personnages ont été écrits avec une pelle, voilà. Mais prenez un stylo ou un ordinateur, voilà, si vous voulez écrire vos scénarios, voilà. Une série B espagnole simplette, mais qui fait la soirée, malgré qu'elle ait ses effets spéciaux à 2 francs 6 sous. Ça reste sympathique, j'aime bien, c'est mignon. Ça fait le café. 23, et je dis ça, mais je déteste le café, je trouve ça horrible. Je préfère le thé, voilà, je vous conseille le thé aux fruits rouges, très bon. 23e position, Kid vs Alien de Jason Eisener, film américain de 2023, bah bien sûr, hein, on passe de 2023 là, pour ceux qui n'étaient pas là. Film vu en téléchargement, les personnages ont de bonnes bases, mais ces bases amusantes et prometteuses ne seront jamais développées malheureusement. Les effets spéciaux sont vraiment réussis, mais ce n'est pas drôle, voilà, clairement. Le film essaye d'être drôle, mais ça marche pas. Ouais, en fait, je me rends compte que ma phrase n'a aucun sens. Les effets spéciaux sont réussis, mais ce n'est pas drôle. Alors vraiment, cette phrase est en 2 parties. Les effets spéciaux et la drôlerie du film n'ont rien à voir, je tiens à le dire. C'est un teen movie mignon, assez bateau, mais c'est mignon, allez, on va dire. C'est mignon. 22e position, j'avais une petite attente parce que c'est par les producteurs de Mandy, Panos, Cosmatos. Daniel Eisenthal. Je sais pas si on dit Eisen ou Is Not. Mais en fait, c'est parce que il y a pas. Vous savez, c'est l'abréviation là. Il y a un apostrophe entre le N et le T. Je crois qu'on dit Eisen à ce moment-là. Daniel Eisenthal, film d'Adam Egypt Mortimer, film américain. Là, je l'ai vu sur Shadows. Quel exploit. Je l'ai pas vu en téléchargement, tu vois. Malgré un scénario aussi malhabile que convenu, Daniel Eisenthal contient tout de même certaines pistes étranges et quelques côtés visuels bien sentis. Le problème étant qu'en fait, le film a ce petit problème qui est... en fait, il crée une atmosphère, mais elle conclura jamais. En fait, il y a un bref étincelle de perversion mentale du personnage principal, mais c'est tout. Les effets spéciaux sont une franche réussite de body horror, à contrario. Et pour revenir sur le côté visuel, il y a vraiment, en fait, on voit clairement qu'il y a les producteurs de Mandy derrière le projet, parce qu'il y a un espèce de côté délire néon cosmatien, en fait. Cosmatos étant le réalisateur de Mandy, en fait, Panos Cosmatos. Du coup, délire néon cosmatien. J'explique un peu mon terme. Film inégal en fait, hein, Daniel Eisenthal, mais plutôt intéressant, voilà, petit objet plutôt sympathique. Passons à la 21e position avec Légion de Fabian Forte, film argentin. Alors je l'ai vu en téléchargement et c'est une comédie burlesque dans le mysticisme assez posée. Plutôt sympa, malgré son bas budget quand même. Les effets spéciaux et l'originalité ne brillent pas, mais c'est mignon dans l'humour. Encore une fois, un petit film mignon, quoi. Mais aussi dans son côté presque teen movie cool, même si c'est un peu too much. Voilà, en gros, c'est une comédie très... Mais on sent que c'est argentin, parce que il y a presque ce côté telenovela par moment. J'en ai pas vu beaucoup, mais je vois à peu près genre. Et ouais. C'est pas un humour très très finaux, hein, on va pas se mentir, mais voilà. 20e position, Devil's Conspiracy de Nathan Frankowski, film américain. Et coproduction tchèque, voilà. C'est une coprod tchèque, mais le film est américain. Et je l'ai vu en VOD. Et c'est très original dans son point de base, hein, c'est excentrique dans ses personnages. Et j'ai vraiment une certaine sympathie en fait pour ce long métrage que je trouve plutôt what the fuck. Je sais pas si vous vous rappelez d'un film qu'on avait eu l'année dernière, je crois, si je ne dis pas de foutaise, qui était The Exorcism of God, qui était un truc vraiment très étrange, mais qui savait faire avec ce qu'il avait. Franchement, par rapport au film d'exorcisme, de possession, tout le bordel qu'on a habituellement, l'exorcisme of God retournait les codes, c'était pas extraordinaire, mais c'était sympa. Là, on est vraiment sur un retour de code où en fait, le synopsis du film,
C'est en gros des gens qui vont cloner l'ADN des gens de la Bible, quoi. Ou encore de tous ces gens-là. D'ailleurs, ça va recréer une bataille divine. Et c'est très étrange quand même. Sincèrement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. D'ailleurs, dans le casting, on a James Faulkner. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu lent dans ce que j'ai parce que je cherchais son nom. Un gars qui a joué dans Traqué qu'on a vu en début d'année et dans Lady Sonata que j'ai vu l'année dernière, moi du coup. Voilà. Non, petite info comme ça, que je balance comme ça. Mais donc ensuite, je vais continuer ma critique. En fait, c'est sympa, c'est une petite curiosité, un nanar bourré d'idées, mais qui se prend au sérieux. Voilà, c'est No The Exorcism of God de 2023 en gros. Comme j'ai marqué, Davis Conspiracy est à 2023, ce que The Exorcism of God était à 2022. Passons sans plus tarder à la 19e position avec le sympathique Phénoménas de Carlos Terron, film espagnol dispo sur Netflix, mais que j'ai vu en téléchargement. Davis Conspiracy, ouais, je l'ai dit, je l'ai vu en VOD, Légion en téléchargement et Daniel Ayandriol sur Shadows. Les personnages sont assez caricaturaux, en fait ils sont dans une démarche involontaire de non-écriture, c'est croquignolesque, porté par des actrices vraiment bons. Il y a tout de même de plutôt bonnes scènes, classiques mais bonnes, et le réalisateur sait mener son film, franchement c'est très sympathique, ouais, on est sur un petit film sympa, feel good. Voilà. 18ème position, Stéphane de Timothée Hochet et Lucas Pastor, film français de 2023. Ouais. Enfin, il est passé au pif en 2021, hein, je tiens à le dire, le film est passé il date même de 2021, je pense que si on remonte un peu, mais sortie française 2023. Enfin, sortie festival international 2023, puisque moi je l'ai vu en téléchargement. Je crois qu'il est dispo sur Canal+, par contre. Je suis pas sûre. L'humour est sympathique, parfois drôle, parfois non, mais c'est plutôt bien porté par le duo d'acteurs principaux, alors je sais pas si c'est déterminé que la plupart des gens sur ce film. Mais voilà, je trouve que le film force un peu trop son humour par moment, voilà. Il y a de bons personnages, une fin imprévisible, mais tout le reste c'est pas fou, voilà. Le scénario n'est pas assez efficace. Voilà, parce que c'est pas quand tu fais c'est pas nécessairement une déclaration d'amour au cinéma qui va faire que le film est excellent, quoi. Il faut autre chose derrière. 17ème position, Sick de John Hyams, film américain, film vu en téléchargement, bien évidemment le film traite, sans trop en dire, de la vague, de paranoïa post-2020, plutôt mal en fait, il la traite plutôt mal. Le scénario est peu subtil et se noie dans des tonnes de classicisme. John Hyams aurait dû rester éloigné de Blumhouse, car entre son précédent long et Sick, Alone, son précédent long qui était incroyable, il y a vraiment une différence. Et moi, je sais c'est quoi la différence, parce que je commence à comprendre un peu ce qui se cache derrière. En gros, souvent, je sais pas si vous vous rappelez du film, alors je suis nulle en anglais, mais 12 Hour Shift, je crois, de Brea Grant. En gros, c'est 12 quoi le chiffre, puisque je suis même pas sûre de ce que je viens de dire, je préfère vous le dire. En gros, elle avait réalisé son premier long métrage, c'est une actrice, mais qui a réalisé son premier long métrage qui était prometteur pour la suite et qu'elle a scénarisé. Et bizarrement, après, son deuxième long métrage, il est moins bon. Tout comme John Williams, il y a un truc qui a fait à mon avis que le long métrage est moins bon. Déjà, elle scénarise plus, mais c'est à cause de Blumhouse en fait. Blumhouse enlève le talent des réalisateurs, je suis désolée, il faut le dire. Parfois, ça marche plutôt bien avec Christopher Landon, M. Night Shyamalan, Jordan Peele. Voilà, il y a 3-4 réals comme ça qui arrivent à s'en sortir, mais des réals. Alors, John Williams n'est pas un nouveau réalisateur, lui, je crois qu'il réalise depuis pas mal d'années. Mais voilà, en gros, pour avoir un petit succès, il a dû se partenariat avec Blumhouse, mais peut-être qu'il s'est un peu laissé faire. Alors que c'est pareil pour Brea Grant, mais Jordan Peele, Shyamalan et Landon, eux ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ça, je trouve ça beau. Magnifique. 16ème position, Unlocked de Kim Ta-hyun, un film de Corée du Sud, pardonnez-moi pour mon accent. Vu en téléchargement, mais disponible sur Netflix, le film a un message clair, un point assez tape à l'œil, voire too much pour l'instant. Mais le postulat est tenu agréablement, les idées de mise en scène, telles que des plans centrés sur un portable ou encore des transitions efficaces forment un récit malhabile, et parfois bâclé dans l'écriture de ses personnages, voilà, mais franchement sympathiquement haletant, l'attention minime fait de grands efforts, et jamais grand, mais toujours sympathique.
15e position, un film que beaucoup ont aimé, que beaucoup ont détesté. Je suis un peu entre les deux. Evil Dead Rise de Lee Cronin, film américain. Déjà, c'est mieux que The Hole in the Ground, le précédent métrage de Lee Cronin. J'ai fait une critique de Evil Dead Rise sur la chaîne. Voilà. Alors, c'est une double critique avec un autre film dont on va parler plus tard. Mais voilà. C'est un des deux que j'ai moins aimé de la vidéo, du coup. Mais voilà. Enfin, ouais, dans les deux, quoi, c'est également apprécié. Mais en vrai, on va en discuter. Mais il y a des qualités, mais il y a pas mal de défauts aussi. Métrage gore ne faisant pas dans la demi-mesure, Evil Dead Rise est aussi poisseux que vénéneux et offre une teinte de caméra d'antenne assez fort. Après, si on oublie les jumpscares assez efficaces et l'horreur aussi bien conçue qu'inventive, pardonnez-moi. Je pense sincèrement que le scénario en fait est totalement manqué parce qu'en fait à part de l'horreur et une caméra terne que je trouve incroyable, je sais je l'ai déjà dit mais c'est fou. Le scénario est trop simple, en fait les personnages sont archétypaux en fait. C'est légèrement mieux qu'Evil Dead 2 mais c'est toujours en dessous de l'original ou que l'Armée des Ténèbres quoi. Je tiens à le redire, bon en fait moi je vais vraiment me mettre mal aujourd'hui mais j'aime pas Evil Dead 2, je trouve ça pas fou, je crois que j'en ai parlé dans mon bilan de janvier si j'ai pas de foutaise. C'est même que j'ai fait une vidéo dessus mais ça m'étonnerait du coup vous regardez dans mon bilan de janvier peut-être. Peut-être. Je dis bien, je suis pas sûre. 14e position, on passe au très bon film avec Nuit Noire en Anatolie de Özkan Alper, film turc. Je l'ai vu au festival du cinéma de Turquie. Alors pourquoi je fais pas une vidéo du coup sur le festival? Parce que j'ai vu qu'un film dans ce festival-là. Là par exemple, là je suis au festival cinéma interdit. Là j'ai fait ma première séance hier. Je vais voir 5 ou 6 films. Là je vous ferai une vidéo. Mais bref. Donc Nuit Noire en Anatolie, le son est très bien foutu tandis que les acteurs jouent à merveille. Et aussi pourquoi c'est le seul que j'ai vu du festival du cinéma de Turquie? Parce que c'est un des seuls thrillers qu'il y avait. Il y en avait un autre mais j'ai appris trop tard que c'était un thriller. Voilà. Vous savez tout. Les acteurs jouent à merveille, les décors sont très beaux, la mise en scène plutôt jolie, un drame assez prévisible, on va pas se mentir. Mais intéressant, bordé par un casting d'exception, un personnage principal bien construit. Je sais, j'ai déjà pas du casting, punaise, je me répète. Le film n'a pas beaucoup de dialogue pour appuyer son développement, mais pourtant, ça marche, ça fonctionne très très bien. Après, ne pas avoir beaucoup de dialogue ne signifie pas que ton film est mauvais. Hein. Ou que tu développes mal tes personnages, la preuve, L'Embe de Vladimir Johansson, un excellent film que je vous conseille à tous. En gros, il y a, en vrai, hein, pour de vrai, je pense qu'il y a même pas 30 phrases dans le film. S'il y a plus de 30 phrases, franchement, moi je suis moi-même très très étonné. Voilà. 12e position, Bonne conduite de Jonathan Barré, film français. Je l'ai vu au cinéma CGR Torcy, franchement. C'est un des deux seuls du mois que j'ai vu là-bas avec Evil Dead Rise du coup. Je pensais pas le voir là-bas, je vais pas vous mentir, mais en fait quand j'ai appris on m'a dit que en gros c'était une comédie à la française quoi. Par le réalisateur de Les Vedettes, du coup ça m'intéressait pas trop. On m'a dit qu'il y avait des tons un peu de genre, voilà, les gens n'ont pas menti, il y a des tons un peu de genre. Le film a une très bonne esthétique et un humour pas trop lourd et sympathique, même si bon, je suis pas un grand fan du Palmacho, je vais pas vous mentir. Il y a une bande son pas trop mal et les personnages sont bien écrits au niveau de la comédie, ça reste parce que pour moi les personnages d'une comédie peuvent se permettre d'être légèrement moins bien écrits ou du moins écrits dans le côté comédie. Pas moins bien écrits mais écrits dans le côté comédie, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs. En gros pour moi t'écris pas un personnage de comédie pareil qu'un personnage en film plutôt sérieux. Pour moi tu peux pas l'écrire pareil, c'est assez étrange. C'est fort, c'est drôle, et leur calamie est vraiment incroyable, même si beaucoup moins incroyable que dans L'origine du mal de Sébastien Marnier. Un film foutraque, mais ordonné, vive le cinéma français, la fin est très bien trouvée, et je continue de rimer. Non, plus vraiment, la fin est plutôt bien trouvée, je vais pas en parler trop, mais la fin est vraiment cool. 11e position, Pussy Cake de Pablo Parés, film argentin de 2023, film en téléchargement, les personnages sont un tantinet développés, un tantinet pas trop, mais il reste plutôt attachant, les actrices sont à fond du début à la fin, la mise en scène se débrouille. Ok, le film est soit un cliché sur les bords, mais ça s'en sort tout de même, et ça reste une petite partie de plaisir. Ça reste même une grande partie de plaisir. Le film nous met en action quand il le faut, et franchement, le design des zombies est très fort. J'aime bien le côté un peu bleu, tout ça. C'est simple, mais c'est fait avec conviction. C'est vraiment, tu sens que le gars, il aime ce qu'il fait. Et c'est une petite perle zombiesque, sans aucune prétention. Que je vous ai dit déjà pour le design, mais rien que les effets spéciaux sont très bien foutus quand on y croit. Très très bon.
Zilan Walk en 10e position de Matido, film laotien. Et je sais pas si on dit Lao ou laotien. Je pense que c'est laotien, mais je suis pas sûre. Parce que le Lao, c'est la langue, je crois. Je suis pas, en fait, je suis pas sûre. Je me rends compte une grosse bêtise. En gros, mais donc, qu'est-ce que je dis? Donc oui, The Long Walk, qui est le premier film laotien que je vois. Voilà, je regarde juste la langue. En fait, je veux pas vraiment pas vous raconter de conneries. Laos. Ouais, c'est le Lao, la langue. Et du coup, si je tape film avec marqué Lao sur internet, est-ce qu'on me met film Lao ou film laotien? Je regarde, je vais pas vous dire de bêtises. Oui, cinéma laotien, ok. Ouais, j'ai pas dit de bêtises, je voulais juste vérifier quand même. Mais voilà, du coup, c'est un des premiers films d'horreur laotiens. Voilà, d'ailleurs, la réalisatrice a déjà réalisé des films là-bas, laotiens, des films d'horreur là-bas, du coup. Et c'est intéressant parce qu'en gros, c'est une des pionnières, quoi. Bah, de toute façon, il doit être trois, quoi. Ouais, les deux autres ont dû réaliser qu'un seul long métrage chacun. Voilà. La bande son, elle est ensorcelante, c'est très bien foutu, c'est accompagné d'acteurs parfaits, une mise en scène chiadée, qui nous fait passer par toutes les émotions, c'est étrange, c'est onirique. Le film se paye clairement des scènes qui emmènent son spectateur dans un autre univers, on est vraiment autre part quoi quand on voit le film. Une expérience rare, minimaliste, tout droit venu du Laos, ça c'est très intéressant. Du grand cinéma qui arrive à habilement mettre en œuvre un côté science-fiction, pas déplaisant parce qu'il y a un peu de SF, mais c'est pas trop. C'est surtout du fantastique en vrai. Le film brasse très bien ses thématiques et l'on sent toute l'âme qu'a mis Matido, la réalisatrice dans ce film. Je pense que c'est un film très personnel hein, dans l'autre côté. Donc voilà. 9ème position, Inside de Vassilis Katsoupis, film du Royaume-Uni. Je pensais que le film était américain, mais a priori non. Voilà. Le réalisateur est grec, hein, ça se sent un peu à son nom, le côté Yorgos Lanthimos, Vassilis Katsoupis. Aucun rapport, tu vois, mais ça se sent un peu que c'est grec, je trouve. Ce n'est que mon avis. Vu en téléchargement, alors la mise en scène est d'une rare maestria, les plans sont très bien cadrés dans le silence meurtrier du film, une rare captation de la solitude, hein, je trouve que la solitude est très bien captée, peut-être trop basique et longueur, mais c'est très fort comme métrage, c'est grandiose même, et bien entendu, il y a quoi de plus grandiose que le métrage? Willem Dafoe. Willem Dafoe, qui est clairement, alors je suis pas fan de cet acteur à la base, mais depuis c'est un de mes acteurs préférés, depuis quelques temps, le gars est il est en plein dans le cinéma de genre, qu'en fait, il connaissait pas avant, mais là, il a découvert un cinéma qui est parfait pour lui, parce que, je suis désolée de dire ça, mais il a vraiment une tête à faire des serial killers, Willem Dafoe. Il a vraiment une tête à faire des gens fous, il a vraiment une tête à faire des gens empris par la solitude, genre The Lighthouse, Inside, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il avait fait notamment, bah, il joue dans les Eggers, il a fait The Northman aussi chez Eggers. En fait, il aime bien ces rôles-là, quoi. Ces rôles un peu ouais, tordu, je pense qu'on peut le dire. C'est Willem Dafoe qui est clairement un excellent acteur. Et pour moi, il fait partie de ces acteurs qui sont là depuis longtemps, mais qui en fait, c'est aujourd'hui que c'est leur grand jour. C'est aujourd'hui que c'est leur grand jour. Voilà, donc sincèrement, ouais, très bon acteur. Et je pense que sans lui, le film n'est pas là. D'ailleurs, il va jouer dans Poor Things de Yorgos Lanthimos là prochainement. Ouais, il a bien vu chez les réalisateurs grecs, j'ai remarqué. Petite remarque, je sais, je suis trop fort. Mais sérieusement, waouh. Waouh, et en plus, il a joué dans Nightmare Alley, dans Seven Sisters. Alors, Seven Sisters, c'est sa plus faible performance, mais voilà. Willem Dafoe, c'est un grand du cinéma, je pense. Et je suis trop pressée de le voir Poor Things, parce que Poor Things est clairement une de mes plus grosses attentes actuellement de l'année. Le trailer, je me suis vu plein de fois. D'ailleurs, je pense préparer une vidéo sur Yorgos Lanthimos. Mais il faut que je vois Canine, La Favorite et Alps. Du coup, je parlerai de sa période de 2009 jusqu'à 2023 parce que je peux pas parler d'avant puisque les films sont plus durs à trouver à ce niveau-là. En plus, le film sort le 11 octobre en France. Du coup, ça me laisse quelques temps pour voir les 3 films qu'il faut que je vois. En gros, a priori, dans ma vidéo, je fais une petite pause Yorgos Lanthimos, mais j'adore ce réalisateur. Enfin, j'ai vu que 2 films de lui, vous me direz, mais sûrement c'est comme ça que je vais voir si je l'adore ou pas. En gros, là, je vois Canine la semaine prochaine. La semaine d'après, j'essaierai de voir La Favorite. Et peut-être que la semaine d'après, j'essaierai de voir du coup en juin en tout cas en juin, c'est clair. J'essaierai de finir sa filmo comme ça. Août, j'écris la vidéo. Et juillet, j'écris la vidéo. Là, je dis au max hein, parce que je fais large. Juillet, j'écris la vidéo. Août, je la tourne. Septembre, elle sort. Et ça, c'est vraiment du grand max parce que je me connaissant, la vidéo, elle va sortir à mi-juin, quoi. Donc, ouais.
Yorgos Lanthimos, j'aime beaucoup ce réalisateur. J'ai vu que 2 films de lui. Vous voyez, en fait, c'est le genre de réalisateur auquel. Bref, je suis en train de m'écarter du sujet. Là. Je suis vraiment en train de m'écarter, mais pardonnez-moi. Mais voilà, avancez au pire, mais parce que je vais encore parler un peu là de Yorgos Lanthimos. Mais en gros, si vous préférez, il y a un autre réalisateur qui s'appelle William Brandel. J'ai bientôt vu toute sa filmographie. C'est le seul réalisateur dont j'aurai bientôt vu toute la filmographie. Là, il me manque plus qu'un film de lui avant son prochain. Et le gars, je veux pas faire de vidéo sur lui. Ça, c'est le premier mec dont je finis la filmographie. Mais en fait, le problème, c'est que sa filmographie est inintéressante. J'ai fini la filmographie d'Ari Aster sur 2 trucs, mais ils ont pas sorti assez de films. Alors que Yorgos Lanthimos, j'aurais pas fini sa filmographie non plus. Il me manquera Kineta et My Best Friends. Et My Best Friend. Mais, en gros, ouais, j'aurai le principal de sa filmographie, quoi. Bon, bref, voilà, on sort de ce sujet-là. Parce que, bon, j'ai un peu tergiversé trop longtemps. Et on retourne à notre top avec la 9ème position avec Misanthrope de Damian Zifron. Film américain vu à UGC Léal. Sincèrement, plutôt content de l'avoir vu parce que, alors faut savoir que de base, oui, je vais encore tergiverser longtemps, mais en gros, Ralph Ineson, un acteur qui joue dans le film, ça m'intéressait de base, et il y a les bonnes critiques, mais c'est pas ça qui m'a poussé à aller voir le film, les bonnes critiques, et j'allais pas le voir à la base, puis là c'est pas, j'aurais appris que Ralph Ineson il joue dans le film. Le lendemain matin, j'étais au cinéma. Voilà. Ralph Ineson m'a suffi, très grand acteur lui aussi. Les plans ont une grande maestria, en fait ça fait vraiment des plans qui font que les spectateurs sont petits, ou encore notamment à un moment, il y a la caméra qui se colle à une ambulance en avançant au rythme du véhicule, c'est des plans tout fous, mais incroyables. Shailene Woodley est impressionnante, elle campe excellemment bien son personnage. Personnage par ailleurs très bien construit et différent d'à l'habitude. Le film, c'est dur notamment dans les scènes quand même où les trucs de canular à la quand même le truc du canular où en fait c'est une erreur, du coup ils se font quand même voilà. Je voulais voir un film, en gros il y a pas mal d'erreurs dans le film et ça coûte la vie à des personnes dans le film et c'est assez dur par moment. Le réalisateur il se plaît beaucoup à surprendre son spectateur. En fait, les scènes où les policiers se trompent, c'est arrivé que 2 fois. Les scènes des fusillades sont arrivées que 2 fois. Quand tu le vois la première fois, tu te dis pas que ça peut arriver une deuxième fois. Quand tu le vois une deuxième fois, tu t'y attends à que ça arrive une troisième fois, mais ça n'arrive jamais. Parce que le réalisateur est très très fort. C'est imprévisible le scénario. C'est des jeux constamment nos attentes jusqu'à carrément me faire pleurer à la fin. Oui. Ouais, c'est Misanthrope, le premier film a fait pleurer au cinéma en 2023. Premier film tout court, hein, cinéma, VOD, téléchargement, maison, tout ça. DVD, etc., etc. Même les vieux films que j'ai découverts cette année n'ont pas fait cet effet-là. 7ème position, Something in the Deer de Aaron Moore et Justin Benson, film américain de 2023. Alors je l'ai vu sur Shadows, je crois que c'est une des sorties du mois avec Daniel Eisentriol. C'était pas une des grosses sorties du mois, je crois. Moi, si je me trompe pas, les sorties du mois, en gros, parce que faut savoir que Shadows, ils sortent des films ils ont leurs originaux là, avec le fameux Shadows signe, mais ils ont aussi des films genre qui sont jamais sortis en France, mais qui sont juste des inédits. Et du coup, moi je compte les inédits. Daniel Aventrio était un inédit. Mais il y a Something in the Dirt et Dashcam dont on va pas parler puisque je l'ai vu en mai. Et ouais, du coup, c'était les films du mois. D'ailleurs, en fin de mois, à la fin mai, il y a Family Dinner qui sort sur Shadows, et surtout il y a Uezera. Allez voir Uezera sur Shadows. Oh, c'est une merveille. Mais donc, passons. Something in the Deer d'Aaron Moore et Justin Benson, film américain. Le film, en fait, j'ai un ami à moi qui me l'a déconseillé, genre il a dit que c'était ennuyeux et tout. C'est le pire, Moore et Benson. Voilà. Synchronique, c'est incroyable. Zendesk, c'est incroyable. Something in the Deer, c'est incroyable. Mais c'est le moins bon. Pas le pire, mais le moins bon, je dirais. C'est un délire de science-fiction plutôt verbeux, hein, mais assez efficace. Un petit renouveau qui change un peu de style hein, pour le réalisateur. Mais le côté vraiment bavard du film paye pour apporter de forts questionnements via des délires et autres paranoïas. Il y a vraiment ce truc, en fait, le duo principal d'ailleurs, c'est les réalisateurs, est excellent et le film en fait, il nous plonge dans l'humanité en fait. L'humanité, c'est un peu un truc à la Nope de Jordan Peele. L'humanité qui cherche toujours à avoir le scoop, mais aussi la limite entre et bien évidemment c'est pas une inspiration puisque le film en fait mon ami lui il l'avait vu au NIF en 2022 du coup voilà à peu près à la période de Nope, même avant je crois, mais aussi en fait c'est cette limite entre la croyance et la réalité quoi. C'est est-ce qu'on peut même parce que vous devez connaître cette voiture, je ne crois que ce que je vois, mais est-ce qu'on peut croire ce qu'on voit? C'est la question du film, une des nombreuses questions parce que le film dure presque 2 heures donc il y a plus de questions que ça. Mais c'est un des films d'ailleurs qui a été tourné pendant le confinement, voilà.
Notamment comme... alors il y avait quoi d'autre? Ce film qui a été tourné à cette période-là, qui était un peu moins bon. Mais voilà, du coup, il a été tourné à cette période et ça se ressent. Mais je crois que Sick de John Hyams aussi, mais je suis pas sûre à 100% là. Je crois que ça a été tourné après, à mon avis. Mais bon, bref. Mais donc voilà, sincèrement, très 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 bon film, c'est du lourd ce film. Et sinon, à part là, je vous propose de passer à la prochaine position, 6ème position, Animals de Nabil Benyadir, film belge. Oh. Alors j'ai vu le film belge mauvais, mais là, on est dans le haut gratin du film belge, j'ai vu un film belge hier, incroyable, mais là, on parle de Animals. Un film vu en téléchargement, j'aurais aimé le voir au cinéma, mais c'était pas possible, voilà, c'était impossible en fait que je puisse le voir au cinéma même. Drame ultra réaliste et terre à terre, Animals n'en est que plus flippant. On sait où on va. Le film joue pas la carte de la surprise, hein, clairement. Parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, en fait, ce film. Je vais pas vous dire le résumé, je vais rien vous dire. Je vais vous dire que c'est inspiré d'une histoire vraie. Je vous conseille quand même de regarder le résumé sur internet. Moi, je vais pas vous le dire parce que j'aime pas trop parler de résumé. Je parle parfois, mais pas tout le temps. Regardez sur internet, mais voilà. Très dur. En fait, c'est vraiment oppressant. On est dans la peau du protagoniste. En fait, comme je vous l'ai dit, le film joue pas la carte de la surprise, en fait. Et on est juste, gros guillemets, le juste, en fait, sur un excellent métrage de genre, quoi. C'est fort et surtout avec un neutre dans la mise en scène incroyable. C'est à voir sans tarder, sincèrement. Vous voyez, je crois qu'il va bientôt sortir en DVD, si je dis pas de conneries. 5ème position, Mad God de Phil Tippett, film américain. Alors, j'ai pas fait le tranche spécial 2021, je crois que je l'ai loupé à d'autres séances, mais j'ai pu le voir au Forum des images de la séance Panic Cinéma. Voilà. 2 avril, du coup. Cauchemar sinueux et narratif, Mad God est sans grande hésitation la perle d'animation horrifique que tout le monde attendait sans le savoir. Des designs inventifs, une horreur qui s'insinue mieux que dans beaucoup de drames horrifiques live action vides. Voilà, c'est une horreur qui s'insinue très très bien, très originalement. On flippe sans raison et c'est fort, parce que c'est ça, le film d'horreur. Il a tout capté, Phil Tippett d'ailleurs il a pris 30 ans à faire son film. Hein. La bande son est excellente, voilà. Perso, je vais pas vous mentir, j'étais très fatiguée ce jour-là. Donc j'ai un peu somnolé, mais c'est pas la faute du film. Voilà, clairement c'est pas la faute du film. C'est qu'en fait, bref, sans trop raconter ma vie, j'ai fait 2 heures de route le matin, j'ai dû me lever super tôt pour un truc qui a conclu à rien. Ensuite j'ai dû retourner chez moi, j'étais crevée, puis j'ai dû aller à Paris le soir. Bref. Pour un Mad God, compliqué comme journée. Passons à la 4ème position avec Darkling de Dusan Milik, film serbe, dans mes plus grosses attentes de l'année. Je crois qu'il était dans ma vidéo des 20 plus grosses attentes de 2023. Vu en téléchargement, ouais, de toute façon il sera sûrement pas disponible ailleurs, mais s'il est disponible ailleurs, cinéma, allez le voir. Et je veux une belle édition. Si ça en France. Après voilà quoi, il y a plein de films qui mériteraient de belles éditions. Je vais encore m'écarter 30 secondes, mais Alucarda, un des meilleurs films du monde, n'a pas d'édition en France. Il a même pas d'édition dans pas mal de pays, puis je crois que la seule édition c'est Mando Macabro et c'est un petit DVD, il n'y a même pas de coffret pour Alucarda, quand même. Bref, retournons à Darkling. Le film offre un climat pesant et glaçant avec sa mise en scène puissante et minimaliste. Alors, ça j'ai écrit ça avant, c'est-à-dire avant de voir les films que j'ai vus hier, mais en gros il y a un film belge qui était assez noir aussi, mais je trouve que l'apogée du film néo-noir se passe clairement à l'est en fait. Car entre le capitaine Volkonogov, cet échappé qui est excellent, que j'ai vu en mars, donc il doit être dans mon bilan de mars, je vais bientôt faire une vidéo dessus, et Darkling, les meilleurs films du genre en fait semblent être clairement de ce côté-là quoi. Niveau casting, plutôt heureux de voir un film avec Danica Kurkic. Alors, Danica Kurkic, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une actrice serbo-danoise, connue notamment pour des séries Netflix de grande qualité. Voilà, je critique pas les séries perso, ce qui m'a souvent allé, du coup je pourrais pas vous dire si c'est des séries dans lesquelles elle joue sont très bonnes de mon avis, mais juste que je sais pas, j'aime beaucoup ses performances, et puis voilà, quand je regarde ces séries, je passe un bon moment. Malgré un certain forcing du film, le film reste tout de même un minimum subtil sur la pauvreté de vie des personnages. Le film est aussi d'une grande symbolique, appréciable, mais je trouve en fait que le film suggère trop, et c'est peut-être ça qui fait que le film ne sera pas plus haut, que le film n'est pas un coup de cœur ou quoi. Voilà. Passons à la 3ème position avec un film qui aurait pu être un coup de cœur, qui est vraiment à l'Ivia d'être un coup de cœur, mais genre il est à une place en fait. Non mais c'est vrai, il a une place je crois qu'il est 11ème de mon top actuellement. Du coup à l'époque il était à l'époque. Du coup en fin avril il était, si pas de bêtises, il était 9ème. Du coup il propose tout de suite de passer à ce film qui est 2551.01 The Kid de Norbert Pfaffenbichler, film autrichien de 2023.
Je vais essayer de synthétiser ma grosse critique. Mais en gros, j'ai adoré l'esthétique du film. C'est très artistique dans la colorimétrie et tout. En gros, la colorimétrie, parce qu'en gros, il y a beaucoup de couleurs dans le film. Mais genre, c'est la teinte de caméra qui est colorée. C'est-à-dire que parfois, genre, c'est couleur rouille, c'est couleur violet obscur, c'est couleur jaune, c'est noir, c'est blanc, c'est noir, blanc, bref. Oh, les couleurs changent beaucoup dans ce film. Et ça fait une esthétique sombre et travaillée, assez expérimentale. Les masques, les maquillages et les objets sont plutôt creepy et apparaissent comme des scènes glauques et dérangeantes. Je trouve que le pantin au sourire ravageur là, ou les fœtus, c'est horrible. Le pantin notamment parce que faut savoir que moi j'avais peur des poupées quand j'étais tout petit. Ça a fait revivre des trucs, comprenez-vous. Ouais, j'ai des traumas grâce à un épisode de Murdoch, voilà la série là. Je me rappelle même plus à quoi ressemblait la poupée, mais pareil, c'est ça qui m'avait trauma à l'époque. Bon, ça va mieux maintenant, bref. Pourquoi je parle de ça, je sais pas. Franchement, il y a vraiment un goût de l'art en fait. Le réalisateur, il est vraiment aidé par une imagination mais folle. La bande son offre stress, énergie punk, un côté underground plus que plaisant. Scénaristiquement ténébreux, le film en fait. Scénaristiquement ténébreux, nébuleux, même si je peux me permettre. Le scénario, en fait, ça tient à un singe humanoïde prenant sous aile un momignard, un visage avec un visage couvert de soie, en gros. C'est l'idée du premier, parce qu'en gros, c'est une trilogie, on va parler du deuxième juste après. Le 3 est pas encore sorti d'ailleurs. Puisqu'en fait, le 1, la 2551.01 The Kid, est sorti en 2021 dans des festivals, là en France. Moi, j'ai en téléchargement. Je crois qu'il est dispo sur YouTube d'ailleurs, 2551.01 The Kid. Mais voilà, le film est un cauchemar à la façon de Mad God, même si je trouve 2551 encore mieux que Mad God, dont on vient de parler d'ailleurs. Un des meilleurs films de ce début de décennie, avec certitude, après le duo Friends et Fiala, où c'est mes seconds réalisateurs préférés, qui sont autrichiens d'ailleurs. Réalisateur de Good Night Mommy et The Lodge, l'Autriche a un autre maître, Norbert Pfaffenbichler, qui avait déjà réalisé des documentaires, je crois, mais qui là, du coup, et des courts-métrages de fiction, mais qui là, du coup, c'est son premier long-métrage, je crois. Passons à la seconde position avec 2551.02 Orgy of the Damned de Norbert Pfaffenbichler, film autrichien de 2023. Vu en téléchargement là aussi. Là il est pas dispo sur YouTube je crois. Pfaffenbichler réussit toujours aussi bien son esthétique profitant d'un jeu sur les ondes, d'une colorimétrie explorant désormais le rouge, le bleu et le gris. Le rouge est la couleur principale du film. Tout aussi épileptique mais encore plus poussé dans le bizarre. Ça a vraiment une déviance un peu plus déviante du coup. Une quête qui se scénarise encore plus que la première partie, ce qui en est presque dommage en fait parce que en fait, dans la logique, puisque c'est une suite, t'es obligé de scénariser un peu plus. Là, le concept du 2, c'est qu'en gros, l'enfant, c'est pas trop du spoil, mais en gros, ça reste du spoil, mais en vrai, c'est pas trop important. Donc, passez vite fait les 20 prochaines secondes si vous voulez pas être spoilé. Mais en gros, il se fait kidnapper, l'enfant, par une organisation, je crois, un truc du genre. Et du coup, le singe humanoïde va essayer de le récupérer. Mais bref. Une quête qui se scénarise encore plus que la première partie, donc comme je l'ai dit, ce qui est presque dommage en fait, mais bon, puisque c'est une suite, y a pas trop le choix. Le sound design est très bon comme dans le premier, voilà. Voilà, le sound design c'est souvent mieux dans les films muets. Les déguisements sont toujours aussi bons et montrent plein d'étranges créatures, voilà. Là, il y a une personne qui parle au bout d'un moment dans le film, c'est la première fois que ça arrive, enfin une personne qui chante, mais ça reste parler chanter, du coup voilà. Ouais, ça développe un peu plus l'univers légèrement. Passons à la première position avec Boys of Flood de Ari Aster. Je vais vous en parler vite fait parce que j'ai fait une grosse critique dessus. Mais en gros, c'est le meilleur film de l'année pour moi actuellement. Voyez-le, mais clairement, Boys of Flood, c'est une grosse claque. J'ai fait une vidéo dessus, du coup, je vais pas en parler trop longtemps. Mais en gros, Joaquin Phoenix c'est incroyable, c'est un espèce de comme il l'avait vendu quoi. C'est une comédie cauchemardesque, teintée d'horreur, c'est complètement fou, c'est barré, c'est spécial, mais allez le voir au cinéma, il est encore au cinéma s'il vous plaît. Enfin, je sais pas quand va sortir la critique, enfin quand va sortir ce bilan parce que déjà la première partie du bilan sur le film près 2023, je l'ai tourné il y a 8 jours. Là en gros, je tourne 8 jours après. Du coup, ça m'étonnerait pas que ça sorte dans 2 semaines cette vidéo. Alors qu'elle devait sortir en début de mois quoi. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Boys of Flood, du coup, est un de mes et mon gros coup de cœur de l'année. Désolé si on parle que vite fait, mais c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, pardonnez-moi. Mais voilà, au pire, il y a une critique. Pour les 2551, je pense aussi faire une critique. Ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous, moi je pense en demain. On se retrouve dans une vidéo prochainement. Ciao.